Africa, the province is currently experiencing a severe economic and employment crisis. Now, according to the latest quarterly labour force survey, a staggering 83,000 jobs were lost in the province. This is just between January and March of 2025. More jobs are set to be lost in the coming months. This as the likes of Goodyear Tire and Rubber Company close its doors. That's a story that we've covered here on Africa in Business. You'll remember also Aspen workers, the pharmaceutical, announcing 923 cuts on top of 208 jobs already lost this year. Let's break this down a bit further to find out what the implications are and how workers and unions are reacting to this. We're joined by the national spokesperson for the Congress of South African Trade Unions, COSATU, Zanele Sabela. A very good afternoon to you, Zanele. Good to have you with us on Africa in Business. Good afternoon. Thank you so much for having us. Perhaps let's start first, Zanele, with an understanding of what the main reasons are, the main reasons behind the recent wave of job losses in the Eastern Cape. I know everybody's speaking about US tariffs. Can it really all be attributed to that, or are there other factors that we should be mindful of? So you'll know that the Eastern Cape has a lot of the manufacturing in the automotive sector is really concentrated in the Eastern Cape. And so in terms of that, you have actually seen that early this year, when President Trump got into the White House, he did indicate that he would be looking at, tariffs. And so what has happened is it actually, even before the tariffs, came into effect on the 8th of August, what then started to happen is there was a drop in exports. Literally, there was a drop in exports, and so the impact is really being felt in the Eastern Cape. We saw Goodyear, which has been in the Eastern Cape, for a very long time, and was one of the major employers there. Closed down, shut down its doors, and then 900 workers lost their jobs there. And you'll understand that when for one worker, it's estimated that, they support about 7 people. So when you look at that, then the impact is that much more devastating when you look at that. And so Ford has also come in to say that it is looking at redesigning its operations, and because of that, then they're talking to unions about cutting 470 jobs. So it is quite worrying, and there was it in July that Mercedes-Benz actually halted production for like a month. Which also gives us it makes us very nervous, because then what does that say? I mean, why are they halting production? So it makes us very nervous, and we're looking at that, and in the Eastern Cape, unemployment in South Africa is, COSATU, we look at the expanded definition of unemployment because, it includes the people that are now discouraged and they've looked for work and couldn't find it, and now they've stopped. But then the fact of the matter is they are still unemployed. And nationally, that figure is sitting at 42.9%. But when you look at the Eastern Cape, it's sitting at around 46%. And so it is already really worrying. But then with the implementation of that 30% tariffs from the U.S., South Africa's second, largest trading partner, we are really nervous. It's really worrying. And do you believe that provincial or even national government has done enough to intervene in the crisis? And what have they done? And so, you know with the case of ArcelorMittal. ArcelorMittal did announce early this year that, they said they had been in talks with government for more than a year, and that, nothing was coming right. There were losses, and they wanted to close their mill in Newcastle and Vereeniging, and that would result in 3,000
direct jobs being lost. But then when you looked at then the complete value chain, the impact could be as much as 100,000 jobs that would be impacted. And so because of that 100,000 jobs, we were all very, we all jumped up. And then government came to the party. The UIF said they would be giving TERS, which is the temporary employer-employee relief, for 12 months, so that ArcelorMittal doesn't have to pay salaries. But then there were also more than, we're talking about 1.68 billion that was given to ArcelorMittal to prop it up. And so, but then it is really disappointing at this point to know that ArcelorMittal plans to close at the end of this month. Zanele, unfortunately, we are going to have to leave it at that just because of time. But certainly the plight of the workers and the jobs that are being impacted in the Eastern Cape, certainly not a light issue. We thank you so much for putting all that into perspective. Thank you for the opportunity. Afternoon. It's been our pleasure. Thank you, Zanele. That's Zanele Sabela. She's the national spokesperson for the Congress of South African Trade Unions, COSATU. Bring us to 2 minutes to 5 p.m. as we say bonjour to Annie Kalonji. Bonjour Tammy, bonjour à tous les auditeurs de Channel Africa. Alors tout à l'heure sur Vue d'Afrique, il s'agira de l'ex-président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire qui a reçu plusieurs dirigeants de l'opposition au lendemain du rejet de sa candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. Nous allons également parler de l'avenir de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale après les travaux de sa 6e session ordinaire qui s'est achevée mercredi à Bangui. Et nous parlerons également en Guinée de l'artiste Singleton qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour homicide involontaire. C'est tout à l'heure sur Vue d'Afrique. Merci beaucoup, Tammy. Merci beaucoup, Annie. That's how we come to the end of Africa in Business for this Thursday afternoon. Thank you to our team, Jwalane Tulengwape on the news desk, economics desk, Nosipo Zuma, sporting desk, Figile Lingwati, production team, Mabo Buloka, our producer, technical producer, Bongi Moyo, and social media talent, Butelezi. I'm Tami Ngubeni. This has been Africa in Business on Channel Africa as we make way now for the French desk and Vue d'Afrique. Au revoir. Annie Kalonji sur Channel Africa. Nous allons danser au son de Haya que je dédicace à vous tous, chers auditeurs, qui êtes en train de suivre cette émission Mix Vibration. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre à partir de l'application SABC+. Vous choisissez Channel Africa pour suivre l'émission en direct. Nous allons danser au son de Haya. Annie Kalonji, tous les dimanches sur Mix Vibration. Vue d'Afrique, un magazine des actualités en français sur Channel Africa. Rendez-vous du lundi au vendredi avec Joël Mouteba sur Channel Africa de 15h à 16h, temps universel. Channel Africa, la perspective africaine. Bonjour à tous et merci d'avoir honoré ce rendez-vous, ce nouveau numéro de Vue d'Afrique, le magazine des actualités africaines sur Channel Africa. Nous émettons de nos studios d'Auckland Park en Afrique du Sud. Je suis Annie Kalonji à ce microphone. Bongi Moyo assure la mise en onde de cette édition d'information. Donc voici les grandes lignes. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo reçoit plusieurs dirigeants de l'opposition au lendemain du rejet de sa candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. Quel avenir pour la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, après les travaux de sa 6e session ordinaire qui s'est achevée mercredi à Bangui? Et enfin, en Guinée, l'artiste Singleton condamné à 1 an de prison avec sursis pour homicide involontaire. Voilà donc pour les grands titres que j'aurai le plaisir de développer tout à l'heure après le bulletin d'information de Joël Kabongo. Bonjour Joël. Bonjour Annie. SABC, actualité. La perspective africaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition qui s'ouvre au Bénin. Une attaque armée et des enlèvements des civils ont secoué la commune de Kalalé, située à près de 600 km de Cotonou, la capitale, non loin de la frontière nigériane, dans le nord-est du pays. Selon diverses sources, 7 civils auraient été amenés par les assaillants. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un homme blessé identifié comme les gardiens du centre de santé de Kalalé. L'attaque qui a débuté à l'aube a d'abord ciblé les commissariats locaux soumis à des tirs nourris de la part d'individus non identifiés. D'après les sources sécuritaires, les policiers ont opposé une résistance déterminée qui a permis de repousser l'assaut. Dans leur retraite, les assaillants ont abandonné 2 véhicules qu'ils avaient réquisitionnés. La proximité géographique de Kalalé avec la frontière nigériane amène les spécialistes à supposer que les assaillants viennent probablement du Nigeria voisin. Les forces armées sénégalaises et mauritaniennes annoncent avoir mené mercredi une patrouille fluviale conjointe dans la zone frontalière. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées, les éléments de la zone militaire ont sillonné plusieurs localités entre Bakel à Rundu et Diougoutourou à la frontière malienne. Cette initiative s'inscrit en complément de l'opération dénommée Sécurité, qui se poursuit dans les régions frontalières de Tambacounda et Kédougou, dans le cadre de la sécurisation de la frontière et du Sénégal. Ces patrouilles conjointes interviennent dans un contexte de menaces terroristes accrues. Le 1er juillet dernier, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans avait mené des opérations coordonnées dans l'ouest malien, entre Kay, Nioro et Ségou, à proximité des frontières sénégalaises et mauritaniennes. Des opérations ayant perturbé le corridor Kidira-Bamako avec un blocus contre les villes de Kay et Nioro du Sahel. Et l'opposant camerounais Cabral Libi, candidat à la présidentielle du 12 octobre, a invité ses rivaux à se mettre ensemble alors qu'ils sont 11 sur la ligne de départ face au chef de l'État sortant Paul Biya. Selon les candidats du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, il sera difficile pour le chef de l'État sortant de l'emporter dans certaines régions qu'il a récemment visitées au vu des conditions de vie difficiles des populations locales. Il a souligné l'importance cruciale pour les forces de l'opposition de s'associer en vue d'une surveillance effective de l'ensemble du processus électoral pour centrer les risques de fraude. Si Cabral Libi estime qu'une coalition n'est pas une condition absolue pour remporter l'élection, il a néanmoins appelé ses rivaux à se coaliser pour une candidature consensuelle. À noter que Paul Biya, 92 ans, est au pouvoir depuis près de 43 ans, affrontera 11 autres candidats pour briguer un nouveau septennat. Et puis, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a annoncé mercredi le déploiement de 80 observateurs électoraux dans les 28 districts du Malawi en prévision des élections générales prévues le 16 septembre. Le chef de la mission d'observation électorale de la SADC qui a fait cette annonce a appelé toutes les parties prenantes à préserver la paix, la transparence et la crédibilité tout au long du processus électoral. Les pays représentés à la mission sont le Botswana, les Swatini, les Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe. Les élections générales au Malawi verront 17 candidats à la présidentielle et 1489 candidats parlementaires, dont plus de 600 indépendants, se disputer des fonctions publiques. Et puis devant le Bureau des droits humains à l'ONU, à Genève en Suisse, le ministre de Justice de la République démocratique du Congo, Guillaume Ngefa Atondoko, et l'ambassadrice du Rwanda auprès des Nations Unies se sont opposés sur le conflit dans l'est de la RDC. À la tête d'une importante délégation qui a réfuté tout lien entre les forces armées de la RDC et les forces démocratiques de libération du Rwanda, le ministre congolais a souligné que le conflit dans l'est de son pays n'est pas interne, mais il est alimenté par une agression extérieure, menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. De son côté, l'ambassadrice du Rwanda Urujuni Bakuramutsa a fustigé le dernier rapport des Nations Unies, qualifié d'un document sans prévu. Ceci intervient après que le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies ait récemment présenté son rapport sur le conflit dans l'est de la RDC. Un rapport très critique par 2 pays pointés du doigt par ce rapport comme auteur de la crise qui sévit dans l'est congolais. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition. Merci de votre sympathique attention. SABC Actualité. La perspective africaine. Merci Joël.
Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et qui êtes connectés au www.channelafrica.co.za. Nous vous rappelons que vous pouvez également nous suivre en images sur Facebook à Channel Africa ou sur notre chaîne YouTube, toujours sur Channel Africa. Parlons de l'engagement de générosité de solutions concrètes pour aider les plus défavorisés. Le docteur Marwa El Dali, une personnalité remarquable du monde associatif égyptien, a fondé Wakfeyat. C'est une organisation qui modernise le système de la charité pour garantir que chaque don ait un impact durable sur l'éducation, la santé ou l'autonomie des femmes. Reportage de Pamela Komba sur le parcours extraordinaire d'une femme qui a reçu le prix BBC de 100 femmes les plus influentes du monde. Dans le paysage de la société civile égyptienne et bien au-delà, Dr Marwa El Dali, qui est aujourd'hui membre du conseil d'administration de Trust Africa, compte parmi les figures qui se distinguent par leur engagement sans faille et leur impact transformateur. Dr Marwa El Dali est une philanthrope, chercheuse et entrepreneuse sociale qui a consacré une bonne partie de sa vie à revitaliser les traditions de générosité du monde arabe et à les canaliser pour résoudre les problèmes sociaux les plus pressants de l'Égypte et du monde. Marwa El Dali n'a pas découvert la philanthropie dans les manuels. Marwa El Dali n'a pas découvert la philanthropie à travers les manuels, mais elle l'a vécue dès son plus jeune âge au sein de sa propre famille à travers des actes d'aumône pratiqués non comme de simples transactions, mais comme un engagement profond envers la justice et la solidarité communautaire. Cette expérience formative a semé la graine de ce qui allait devenir sa mission de vie. Forte de cette inspiration, Dr Marwa a donc entrepris un parcours académique rigoureux, obtenant un doctorat en philanthropie dans les sociétés arabes. Et ses recherches ont mis en lumière un paradoxe. En effet, tandis que les dons privés étaient considérables, ils étaient souvent ponctués et non stratégiques, limitant leur impact à long terme. De ce constat, Dr Marwa a donc créé en 2007 la fondation Wakfeyat, qui modernise le Wakf, le fonds caritatif pour le 21e siècle, afin de le rendre compatible avec les besoins contemporains de développement. C'est la première fondation communautaire d'Égypte et lors d'un podcast sur la philanthropie africaine, Dr Marwa expliquait